Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Hop. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Super. Et bien Charlotte, merci beaucoup de m'accueillir. J'allais dire dans ton magasin, mais on n'est pas tout à fait dans ton magasin. Il y a un petit peu trop de monde, mais je suis ravie de t'accueillir. Ouais, c'est pour expliquer un peu, et c'est une grande première pour moi, on fait un podcast en extérieur. On est, pour les Rennais qui connaissent, à l'arrière de la gare. Moi j'ai dit à l'arrière parce que... Gare Sud, ouais, c'est Gare ça. Sud, où tu as ton magasin, et on est un peu à l'écart parce que, effectivement, comme tu disais, il y a pas mal de monde qui passe à cette heure-là. Ouais. On est en fin de journée. Tout à fait. Donc voilà, on s'est expatrié devant, on profite du temps gris mais chaud. Mais chaud. Voilà. Donc si vous entendez des roulements de valises, comme vous venez sûrement de l'entendre, des trains qui passent, potentiellement, c'est ça. Ou des vélos qui peuvent passer à côté. Voilà, des vélos. Peut-être des interruptions, on ne sait pas, on verra ce que ça donne. Mais Charlotte, je te propose, comme tu le sais peut-être, de te présenter peut-être. Qui es-tu ? Alors, j'ai 46 ans, je m'appelle Charlotte Guéguin, je suis gérante de la Vicyclette, qui est une boutique de vélos urbains et qui a 2 entités, donc la boutique et la promotion et la sensibilisation du vélo en entreprise. Oui. Je vais raconter un peu l'histoire de notre rencontre parce que moi je la trouve très marrante. Tu m'avais envoyé un message sur LinkedIn pour démarcher. Tout à fait. Parce qu'il n'y avait aucun souci. Puis je t'avais répondu, je crois que j'étais dans un mauvais jour, un peu sèchement, je le reconnais. Ça m'arrive parfois. Mais en général, quand même, le vélo aborde des discussions sympathiques. Ouais, et puis je crois que je m'en étais excusé d'ailleurs parce que c'était pas très sympa de ma part, mais voilà. Et puis j'avais un peu regardé ce que tu faisais déjà à l'époque, et puis je me dis ça pourrait faire un épisode de podcast, et nous voilà, je crois, plus d'1 an après. C'est vrai. Donc c'est sympa. Mais si je reviens un peu sur tu nous dis aujourd'hui que tu gères une boutique de vélo, mais qui a plus que ça, et on y reviendra. Ouais, je t'expliquerai pourquoi du comment on a développé ces 2 parties et de quel constat Ouais, volontiers. Mais déjà, je voulais m'intéresser un peu à ce que tu as fait. T'es pas dans le vélo depuis le début, en fait. Non, en effet. Mais on va dire que la ligne conductrice de mes choix ont été quand même principalement autour du sport. Ok. Puisque je suis issue d'une filière management du sport. Au départ, j'étais partie sur une licence STAPS pour être prof de PS. Et puis, tu pratiques dès la première année, en fait, maternelle, 2e année collège, 3e année lycée. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, j'étais en désaccord total avec l'éducation nationale. Ah. Ayant 2 enfants aujourd'hui de 15 et 18, je suis toujours en désaccord, mais je crois que ça n'a pas tellement évolué. Donc à l'époque, en fait, après la licence, j'ai poursuivi mes études vers management du sport. Okay. Et ensuite vers un DESS de multimédia. Okay. Pourquoi ? Parce que c'était au moment du passage à Internet. Et je me suis intéressée, j'ai fait mon mémoire en gros sur le passage des médias papier à tout ce qui était numérique. Ok, d'accord. Ce qui m'a permis ensuite de travailler à Canal+, pour la Coupe du Monde, dans le service Internet où j'étais dédiée au recrutement des journalistes qui faisaient le live des matchs et la traduction en fait pour tous les pays. Et puis après, j'ai travaillé à l'UCPA, dans le service Internet aussi, donc l'Union sportive des centres de plein air, l'UCPA, où j'ai été en charge principalement de mettre en place les bornes intranet dans chaque centre UCPA. Okay. Après, je n'ai pas voulu rester complètement cataloguée dans le sport, et j'ai fait 15-20 ans dans l'événementiel, sportif ou non sportif, sur Paris, Lille et à Troyes. Oui, parce que ce que je regardais un peu sur ton profil, c'est vrai que tu as une grosse part d'événementiel. Ouais. Tout à fait.
Qu'est-ce qui t'a amené dans le sport? Parce que tu me disais que c'était ton fil conducteur. Au tout début, je viens quand même d'une famille sportive. Ouais. Mon père est marathonien, mais à côté de ça, il était notaire, mais très sportif. Et puis, à l'âge de 14 ans, je me suis pris de passion pour la course à pied. Pareil, mais plus en demi-fond. Et c'est pour ça qu'après, j'ai voulu faire STAPS. Donc, c'est comme ça qu'a débuté l'envie de faire du sport. Et qu'est-ce qui t'a amené à plutôt partir sur la partie grande entreprise, des choses comme ça? Pourquoi le sport n'a pas été... je te dis, c'était pas lié à l'éducation nationale en fait. Ouais. Après, j'ai voulu rester dans le milieu sportif au début, mais avec la filière informatique, avec le DSS multimédia, plus une partie de sport et d'événements. Ok. Chef de projet, on va dire. Et si on en vient un peu à la partie qui a été le break, on va dire, dans ta carrière, si je vais appeler ça comme ça, mais tu vas nous expliquer comment on passe de l'événementiel à tenir et développer une boutique de vélo qui est plus. Alors en fait, l'aventure, elle est à deux. On est deux gérants. Sébastien, qui est aussi mon conjoint, était lui aussi pendant 20 ans dans le milieu sportif, puisqu'il était directeur de la communication des clubs de foot. Et en fait, quand on est arrivé à Rennes en 2015, lui était encore dans les clubs de foot et moi dans la partie où je voulais quitter l'événementiel pour mes enfants, pour une situation familiale en tant que maman. Et j'étais à la recherche d'un temps partiel. Ce qui m'a permis de travailler en fait dans une entreprise où je gérais chez IB Formation. Tu n'as pas dû le voir je le mets pas. Non. Mais pendant 1 an et demi avant la bicyclette, en fait, j'étais en relation avec les RH et je les aidais à faire leur plan de formation sur la partie informatique pour tous leurs salariés. Et puis à ce moment-là est arrivé le Covid. Donc j'étais contente, j'avais trouvé un temps partiel. J'étais en relation avec des RH, un autre métier qui m'a plu, vers des nouvelles aventures. Je suis assez curieuse. Mais avec le Covid, en fait, j'ai subi une pression. Et là, autour de 45 ans, c'était entre ces âges-là, je me suis rendu compte que en fait, j'avais plus du tout envie. Sébastien aussi, pareil. On a eu envie de donner un peu plus de sens en fait à ce qu'on faisait au quotidien. Et je crois qu'en montant la bicyclette, parce que lui est un ancien cycliste et moi j'ai fait beaucoup de vélo aussi pendant des années de manière loisir avec la famille, on s'est dit qu'il y avait un vrai créneau parce qu'on est parti du constat en fait effarant qui était que 70% des gens, des travailleurs, font encore tout seuls moins de 7 km dans une voiture. Et en fait c'est à partir de ce constat-là qu'on a monté la boutique et la partie entreprise. Je vais t'expliquer pourquoi la partie entreprise, parce qu'en fait, les particuliers ont très peu d'aides pour l'achat d'un vélo, alors que les entreprises ont des vraies aides. D'accord. Et donc on est parti sur cette filière-là, parce que les entreprises ont un vrai rôle à jouer dans le changement des mobilités des collaborateurs, si tu veux. Et comment, parce que tu me parles de constat, comment vous avez vu, c'est pas une information qu'on croise tous les jours, comment vous avez fait ce constat justement? On s'est quand même dit pourquoi on n'ouvrirait pas une boutique de vélo. Donc à partir de là, puisque Sébastien est ancien cycliste et puis on sentait bien qu'après le Covid, Rennes fait partie des villes dans le top 5 sur le bien vivre et bien se déplacer à vélo sur les villes où il fait bon vivre de se déplacer à vélo, tu vois. Donc toutes les pistes après le Covid ont été pérennisées et n'ont fait que se développer. Donc il y avait ça aussi qui était en notre faveur et tu vois, c'est tous ces petits critères et ces constats-là qui nous ont poussés en fait vers l'idée de la boutique et de l'entreprise. C'est fou comme quoi le Covid a été un changement pour pas mal de gens. Honnêtement, comme concept, là tu donnes du sens à ce que tu fais, tu fais du bien à la planète, tu fais du bien à la santé des gens et je crois que tu leur fais aussi du bien au porte-monnaie. Si tu enlèves ta voiture, je pense que tu gagnes des sous en prenant même un vélo qui coûte assez cher parce que ce sont des beaux vélos qui donnent envie de pédaler et d'enlever la voiture au quotidien. Pour témoigner un peu, parce que moi-même je vais au travail en vélo et électrique également, parce que j'ai un peu de route à faire. Mais c'est vrai que je loue un vélo tout à fait classique, comme tu le disais, un peu lourd, un peu pas maniable, parce que c'est un vélo de la ville de Rennes, mais qui est très bien en premier abord. C'est bien, ça donne l'envie. Mais après, en fait, pour vraiment pédaler tous les jours, avoir un bon vélo avec une assistance pédalier et pas moteur roue,
et plus d'autonomie, c'est hyper agréable. Oui, parce que... et tu t'en passes plus après. Tu n'as plus du tout envie de reprendre la voiture. Moi, tu vois, j'ai un peu ce constat. Alors, ça fait pas longtemps, mais effectivement, je peux que te rejoindre. Mais je reviens un peu là sur la partie construction de la boîte. Comment on se dit, comment on aborde, comment tu as abordé, comment vous avez abordé le fait que dire c'est le Covid, on va lancer un magasin. Alors que, pour rappel, quand même, le Covid, tout était fermé. Ouais. Alors, même si on se doute qu'à un moment, ça allait réouvrir, c'est quand même un pari audacieux. Oui, tout à fait. Parce que, mais après, c'était le bon moment. C'est ce que je dirais aussi, c'est que dans tout projet, il y a des boutiques qui ont été lancées plus tôt. Mais si on s'était justement lancé avant le Covid, je crois qu'on aurait eu du mal à survivre. En fait, c'était pile poil le bon moment, puisqu'on a monté la boîte, principalement Sébastien au niveau administratif, tu vois, dans un premier abord, pendant le Covid. Et à la sortie du Covid, j'ai attaqué les travaux de la bicyclette, puisque en fait, c'était un local qui était pour les bureaux de la SNCF. Donc, tu vois, de la moquette au sol, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ça fait plutôt ambiance new-yorkaise, autre chose. Ouais. Oui, justement, parce que ce local est assez... Tu vois, moi, quand j'ai recherché, c'est quand même assez particulier. Vous n'êtes pas dans une zone commerciale, vous n'êtes pas dans une zone... c'est une zone assez nouvelle. Est-ce que tu sais pourquoi on a choisi ici ? Eh bien non, c'est justement ma question. Parce qu'à part là, pour les livraisons, comme tu vois, ou des trucs comme ça, c'est un espace qui est censé être sans voiture. Donc pour essayer les vélos, c'est idéal. Et devant la gare, tu as une côte qui permet d'essayer les différentes motorisations des vélos. Donc c'est quand même un choix qui reste stratégique. Et puis aussi, qui était en devenir. On est en face du cinéma Arvor. On attend encore, tu vois, le local qui est à côté, qu'un restaurant ouvre. Donc il y avait des travaux. C'était un vrai pari, mais je crois que dans la vie, à un moment donné, c'est des décisions, il faut que tu y crois. Et à un moment donné, il faut y aller. Ouais. Pas loin du métro avec la gare. Pas loin du métro. Et puis il y a beaucoup de sièges de sociétés aussi qui vont venir. Là, tu as la tour de Samsic qui va venir. Tu as Yves Rocher qui est à côté. Tu as Harmonie Mutuelle. Voilà, Et ça m'amène justement à parler de votre... parce qu'une boutique de vélo, j'ai envie de dire, ça existe, il n'y a rien de révolutionnaire, même si vous proposez des très beaux vélos. Mais là où moi je trouve que c'est très intéressant, et c'est là où j'aimerais bien comprendre, et tu l'as un peu déjà évoqué, c'est pourquoi c'est aussi la deuxième partie de votre offre, qui est la partie de location de flotte à une entreprise. C'est pas... Alors c'est un vrai accompagnement, mais même à la boutique, je trouve qu'on n'est pas comme les autres vélocistes, parce qu'à la boutique, on fait des vraies recherches. Si tu veux, tu arrives dans une boutique qui est spécifique vélo urbain, tu ne vas pas trouver du vélo de route ni du VTT. Tu vas trouver tout ce qui est pliant, longue taille pour les familles, et des vélos qui correspondent à la géographie de Rennes, que ce soit traditionnel ou électrique. Mais tu ne vas pas trouver plein de gammes de vélos, de marques. Tu sais, comme un restaurant, multicarte et tout ça. En fait, on est 3 cyclistes complètement différents, mais tout ce qui est là est testé et approuvé. Donc, dans telle gamme de vélos, on va prendre qu'une seule marque. Et on a décidé que c'est cette marque qui est le meilleur rapport qualité-prix. Il y a une vraie recherche de rapport qualité-prix. Haut-de-Fil, par exemple, c'est une marque française, les vélos électriques qu'on vend principalement. Ils sont montés assemblés à Lille. C'était important de partir sur une marque française, parce qu'aujourd'hui, si tu as des ruptures de stock de vélos, ce qu'on a eu au tout début en sortie de Covid, et ben, si tu as pris un vélo grand ville qui se veut français dans le nom de la marque, mais en fait c'est allemand, ils vont privilégier en temps de rupture de stock, le Natio. Donc c'est les Allemands qui vont d'abord avoir les pièces, et toi tu peux attendre 6 mois sur un vélo ta pièce et pas l'utiliser. Donc c'était important de partir sur ces marques-là. Et puis après, on a développé la partie entreprise, parce que les aides sont plus vers les entreprises que pour les particuliers. Aujourd'hui, les aides, tu as une vraie recherche de l'État pour aider les entreprises sur la défiscalisation en fait, de la mise en place d'une flotte auprès des salariés, à hauteur de 25% sur tout ce qui est frais afférents à la flotte. Donc ça comprend un vélo, parce qu'une flotte de vélo commence à un vélo, parce que ça donne l'envie aux autres. Et tout ce qui va être accessoire autour, ou l'option assurance, ou le pack visibilité, parce qu'on peut même floquer en fait, les vélos au nom de l'entreprise, te permettent, tu peux tout défiscaliser. Et tu as aussi une autre aide, ça s'appelle le fonds mobilité durable. C'est une enveloppe exonérée de charges entre 200 et 800 euros que tu peux en fait, attribuer à tes salariés pour qu'ils puissent après soit prendre une trottinette, un vélo ou les transports en commun. Mobilité douce. Donc je vais te dire qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, on travaille avec une dizaine d'entreprises. Et les 10 entreprises avec lesquelles on travaille ont toutes des problématiques différentes. Donc c'est ça qui est très intéressant et que j'adore, c'est qu'à chaque rencontre différente,
tu as des problématiques différentes. Une, ça va être le stationnement. Une autre, en fait, ils vont à la fois utiliser des vélos de service ou des vélos de fonction. Parce que le vélo de service, c'est des vélos qui sont partagés pour tous. D'accord, ok. Donc, par exemple, une société agent immobilière, tu vois, ils vont mettre en place des vélos de service pour les agents immobiliers pour aller à leur rendez-vous pendant la journée. Ouais. Et tu as aussi des sociétés qui attribuent à ses salariés des vélos de fonction. Donc, c'est attitré pour leur usage quotidien. Exactement. Et tout ça. Ok. Après, sur des vélos de fonction, il est d'usage de faire que l'entreprise mette 70% en fait, prenne 70% en charge et 30% pour le collaborateur. Ça permet qu'il l'utilise le week-end, le soir et qu'il y fasse un peu plus attention que des vélos de service en fait. Bah oui, Voilà. parce que c'est souvent le problème quand on prête des choses, ça casse vite. On voit alors avec les voitures de fonction, mais même si les gens font attention, donc c'est vrai que la participation peut être intéressante. Et ça m'amène une question parce que justement tu me disais que vous travaillez avec aujourd'hui une dizaine d'entreprises. Comment, parce que c'est toi qui es en charge de la relation avec les entreprises, c'est ça, hein. Comment tu amènes les entreprises à dire oui? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que juste mettre des vélos, un ou deux vélos en entreprise et c'est tout, ça ne marche pas. Donc en fait, il faut les accompagner du début jusqu'à la fin. C'est vraiment un service clé en main, zéro charge mentale. En gros, pédaler, on s'occupe du reste, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive avec... aujourd'hui, on a fait ça ce matin chez Traiteur de Paris. Pour coût gratuit, on se déplace avec la camionnette, on met 4 vélos de profils différents, de gammes différentes, un long tail, un pliant, 2 motorisations différentes sur d'autres vélos électriques et on fait des tests. Puis après, on fait passer un petit sondage qui dure 5 minutes pour faire une préconisation auprès de l'entreprise pour voir en fait s'il y a un intérêt à mettre au moins un vélo. Et puis après, on s'est aperçu que même si on met le vélo, il faut aussi fédérer les différents services de l'entreprise, donc le marketing, le RH, le commercial, c'est des moments qui sont sympathiques et là tu reviens avec des formations parce que les gens qu'on va chercher sur les 70% dont je te parlais tout à l'heure, en fait c'est des personnes qui soit ont peur de reprendre le vélo, qui sont à moins de 7 km de chez eux mais qui ne sont pas du tout en confiance sur la route. Donc il faut leur apprendre un peu les bonnes pratiques. Et tu vois, on arrive avec une formation qui est sympa, où tout le monde a des questions. On peut même aller jusqu'à chez eux avec eux pour voir les endroits dangereux, repérer les endroits dangereux aux abords de l'entreprise. Et puis on a une autre formation qui me fonctionne bien, on en a d'autres, mais c'est vraiment les deux principales. C'est les gestes de premier secours. Parce que tu as des cyclistes existants en plus dans la boîte en général. Donc il faut satisfaire en fait tous les profils. Et ces cyclistes, souvent, ils sont bien contents de savoir changer une roue, changer les câbles de frein. Parce que souvent, pour faire même jusqu'à 7 km, il se peut que tu puisses crever. Il y a des personnes qui se disent oui, mais moi, sortie de boulot, changer une roue et tout ça, je ne sais pas faire. Donc prendre un vélo, c'est compliqué aujourd'hui pour eux. Donc on arrive avec ces formations-là. Ok. Jusqu'à l'organisation aussi. Souvent, il y a des entreprises qui disent oui, mais moi, j'ai pas de stationnement. On arrive avec un prestataire qui va les aider sur l'optimisation de leur parking, puisque tu vois une place de parking de voiture, tu peux mettre 20 vélos dessus, quoi. Oui, c'est optimisé. C'est souvent le cas. Les parkings vélos ne sont pas toujours pensés, c'est ça qui est dommage. Exactement. Mais ça progresse. Ouais. Et puis, tu vois, il y a des gens qui disent oui, mais moi, j'ai pas de secrétaire. Il n'y a personne de dédié pour donner le pack sécurité, la sacoche, le cadenas, les clés du vélo. Là, tu vois, on peut mettre en place des casiers qui sont connectés avec une petite carte. Hop, tu prends ta sacoche, tu as le pack sécurité dedans et tu es autonome, en fait. Tu n'as pas besoin de quelqu'un dédié à s'occuper des vélos ou de la flotte de vélos d'entreprise. Enfin bref, tout est pensé et je te dis ça grâce aux différentes entreprises avec lesquelles on a travaillé petit à petit. Je crois qu'on est aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oui. Bon, toujours. Mais dans votre réflexion, c'était un packaging que vous aviez dès le début, que vous aviez pensé dès le début, ou c'est quelque chose que vous avez construit au fur et à mesure ? Petit à petit, en fait. On est parti des aides et puis après de chaque problématique. Pour être clair, le premier client, je ne citerai pas de nom où je l'ai loupé, mais je ne regrette pas, je n'étais pas encore au point sur la partie assurance. Au tout début, les assureurs étaient très frileux en fait, pour assurer les vélos parce qu'ils étaient plutôt perdants par rapport à tous les vols qu'il y avait. Okay. Et maintenant, aujourd'hui, tu vois, on est au point. Mais du coup, ils sont plus passés vers des vélos stars. Où il faut de toute façon faire assurer son vélo de leur côté, parce que sinon c'est compliqué. Tu as un chèque de caution de 1 000 € que tu peux perdre si tu te fais prendre ton vélo quand même aussi. Ça peut aller vite, ça peut faire mal. Ça peut aller vite. Et aujourd'hui la structure représente combien de personnes ? On est 3, okay. Mais on aimerait bien embaucher.
Okay. Pour l'instant, des alternants. Et puis petit à petit, on va vraiment se développer parce que là, je te dis, on travaille bien avec les entreprises. Il y avait plein de dossiers qui ont été recalés un petit peu cette année. Restrictions budgétaires, forcément le dossier vélo passe un peu après. Et l'année prochaine, je crois qu'il y a beaucoup de dossiers qui vont se concrétiser. Et donc du coup, il va falloir qu'on embauche sur la partie entreprise en tout cas. Ouais. Et est-ce qu'il y a une ambition de développement c'est-à-dire physiquement? Vous avez l'intention de vous développer ou... On aimerait bien. Ok. Alors... Mais je ne sais pas si Sébastien aimerait que je dévoile le truc, mais sans... on aimerait bien se développer, tu vois, un peu dans l'esprit du vieux campeur à Paris. Pouvoir avoir, par exemple... Il y a eu un café là qui s'est mis à l'autre bout, mais pas loin de la boutique actuelle, pouvoir en fait créer une autre boutique pour mettre vraiment du trekking, voyage et la partie atelier. Okay. Et sans dévoiler... avoir un petit peu... voilà, être complet quoi, en fait, sur les demandes. Pourquoi je te pose cette question? C'est parce que d'habitude, quand j'échange avec des entrepreneurs ou des personnes qui sont dans le filion d'entrepreneuriat ou chefs d'entreprise, souvent j'arrive quand ils sont soit en plein développement, soit en fin de développement ou en cours de développement. Enfin, ils ont déjà 7, 8, 9, 10 boutiques. Et là, je te pose la question parce que je t'avoue que je me doutais un peu de la question, de la réponse, même si il y a des possibilités. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment, quand on est entre guillemets en début de projet, même si ça y est, vous avez quand même un peu quelques années d'existence, on se dit, j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais bien développer. Comment on se projette comme ça? Alors après, ça ne serait pas une dizaine de magasins, tu vois, on ne voit pas non plus. C'est histoire d'être complet par rapport à notre offre et être cohérent. D'accord. Mais on ne veut pas non plus dépasser. Voilà. On fait déjà on veut couvrir déjà tout le Grand Ouest, Nantes, Paris. Paris parce qu'en fait on était originaire à l'époque, on a habité un peu à Paris, donc on a encore quelques clients, tu vois, et puis Lyon parce qu'on a de la famille aussi là-bas, donc on a aussi des contacts et des entreprises avec qui on travaille. Mais l'idée c'est que surtout Sébastien a 50 ans, moi j'ai 46 ans, et donc on a un passif comme on a décrit tout à l'heure, tu vois, professionnellement. Du coup, tu vois, Sébastien, qui était ancien DIRCOM, lui, en fait, les formations, il s'éclate. En fait, nos métiers et notre expérience professionnelle nous a permis d'être tout de suite très bons en tant que... On n'a jamais été commerçant avant, mais on a pu être bon. Alors, il y a des parties où on est moins bonne. Hein. mais tout ce qui est compta et tout ça, peut-être qu'on est moins bon. Mais voilà, c'est sûr qu'on pousse un peu tu vois, le côté marketing, comme... les réseaux, la partie service, on a le sens du service et je crois que c'est ce qui est beaucoup de clients aiment revenir en tout cas à la boutique et les clients d'entreprise aussi parce qu'on a vraiment le sens du service. On est des passionnés et on a nos expériences avant qui font je pense qu'on se débrouille pas mal. Ouais. Et ça se voit parce que je suis venu 1-2 fois parce qu'on s'était donné rendez-vous et voilà. Et c'est vrai que quand tu rentres, l'ambiance a l'air tout à fait sympathique et il y a une bonne atmosphère et ça. Donc C'était important pour nous. Ouais. Sinon, faut pas faire commerçant, je crois. Des fois, on se demande pourquoi certains commerçants sont commerçants. Oui. Ça peut être des mauvais jours. J'en reviens un peu sur justement cette structure. Tu me disais que vous étiez 3 et potentiellement plus demain. Tu as entrepris avec quelqu'un de ta famille, donc ton mari. Comment ça se passe? J'ai toujours, moi, cette question de savoir comment ça se passe, la prise de décision en elle-même, parce que c'est ça le sujet du podcast. Alors déjà entre 2 associés, mais entre 2 associés ayant des relations en plus écoute, c'est pas si facile, surtout après 3 ans de confinement, pour rien te cacher. Donc non, il y a eu des moments compliqués, mais on a quand même 25 ans de mariage. Voilà, et on a eu chacun notre partie. C'est-à-dire que là aujourd'hui, ça va parce que je travaille j'ai du boulot. Mais au départ, je m'occupais beaucoup des accessoires de la boutique et je faisais beaucoup de prospection de la maison parce que je n'avais pas de bureau. Et puis, il y a des fois en visio, enfin, tu vois, il y avait des clients, donc c'était compliqué. Donc, je m'isolais un petit peu. Et maintenant, aujourd'hui, que j'ai un peu plus de clients, je suis, tu vois, un peu plus à la boutique, mais on n'est jamais clairement toujours tous les... Enfin, il y a des moments où on est tous les deux, mais pas tout le temps. On a chacun nos parties. Voilà.
Et ça, c'est important. On ne pourrait pas non plus faire exactement la même partie. On est complémentaires, mais c'est ça, on a chacun nos parties. Vous avez chacun votre partie, chacun vos domaines d'activité, entre guillemets, et vos expertises. Lui, il en avait ras-le-bol de la com, c'est moi qui ai repris les réseaux. Ok, enfin, je vais te dire, c'est étonnant. Il bricole pas à la maison, mais il fait de la mécanique vélo toute la journée. Comme quoi. Tu vois. Et concernant les décisions, je veux dire, un peu plus stratégiques, un peu plus impactantes, comment en tant qu'associé vous prenez vos décisions ? Là-dessus, ça a toujours été... Sébastien s'occupe du choix des vélos, même si j'en ai choisi quelques-uns. Mais je leur fais toujours valider parce que c'est eux quand même les mécaniciens qui maîtrisent vraiment la technique. Les accessoires, ils m'ont toujours fait confiance en fait. Et puis on teste toujours, tu vois, avant. Ça, c'est hyper important. On teste, c'est validé, puis après on essaye chacun. Et une fois que les trois ont validé, allez hop, on y va. Et la partie entreprise, il y a eu des moments où c'était, où je me suis remis en question parce que la première année, j'allais avec ma pagaie et ma petite barque. C'est compliqué. Et il y a des fois, je me dis, si je développe pas plus, ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai entièrement confiance. Oui. Et c'est ça moi, que j'aime bien avoir aussi dans les échanges. Mais on y a cru, quoi, en fait. Ouais, chacun a sa partie, on a développé sa partie et on y a cru. Il y a eu des moments difficiles. Mais, en fait, pour te dire, Maxime, qui a fait partie de l'aventure au départ, on l'a recruté en avril, en mars. Je n'ai plus les dates précises. Mais on devait ouvrir, tu vois, à ce moment-là. Il devait arriver dans une boutique, travaux faits. Mais comme d'habitude, les travaux prennent toujours plus de temps. Et donc, du coup, son premier bureau a été à la maison. Tu vois, heureusement, on avait un garage. Et il s'occupait de recevoir les premiers vélos qu'il montait pour ensuite pouvoir vite les exposer à la boutique. Mais c'est vrai que ça lui a paru aussi difficile, quoi. Lui, il quittait un magasin sur Nantes. Il quittait un magasin sur Nantes et puis il s'est dit oh là là c'est quoi, mais bon il a eu confiance, il a vu qu'on avait quand même les pieds sur terre, qu'on y croyait et, voilà. C'est ce qui fait les belles aventures aussi. C'est ça. À posteriori. Et aujourd'hui il y a une belle entente entre nous trois et on commence à être connus. On a eu le prix du Petit Futé la semaine dernière. Oui, j'ai vu ça. France 3 hier, c'est sympa. Oui, c'est aussi, et comme tu le disais... Ça donne du baume au cœur pour continuer l'avantage à remettre les gens à vélo. Bah ouais. Et puis comme ce que tu disais avant qu'on commence lance l'enregistrement, c'est que avec votre offre entreprise, vous êtes aussi un peu... je vais pas dire les seuls, mais quasiment les seuls. En fait, dans votre format... À faire un vrai accompagnement comme ça, clé en main. Ouais, carrément. Carrément. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, alors tu vois, au départ, moi, je ne citerai pas les noms, mais c'était les premières entreprises qui en ont pris, c'était des gens des entreprises qui avaient besoin de se racheter une conscience. Promoteurs immobiliers, des banques. Et puis maintenant, c'est vrai, c'est des sociétés qui trouvent vraiment un sens. Et puis ça relève quand même la marque employeur, l'image de marque, c'est quand même super bon pour eux. Quand une entreprise, alors même si, encore tu vas peut-être me contredire, peut-être pas toutes les entreprises ne peuvent financièrement, mais quand une entreprise dit à son salarié, on vous prête, c'est pas vraiment un prêt, mais on vous met à disposition un vélo, c'est quand même un sacré plus, quoi. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, les jeunes ou même, les gens qui habitent vraiment dans le centre, ne veulent plus prendre la voiture, c'est infernal pour se garer, c'est le temps de trajet, en fait le vélo c'est un vrai sas de décompression, c'est un moment qui t'appartient entre ton domicile et le travail. Je veux dire, tu gères ton temps de trajet, si tu es à 15 minutes, ce sera toujours 15 minutes. Et honnêtement, on a déjà fait 10 000 fois le test, celui qui part en bagnole du même point, et il arrive toujours après. Au point d'arriver. C'est très marrant parce que je peux que témoigner de ça parce que ma compagne travaille à 300, 400, 500 mètres, 500 mètres je dirais, de mon travail à moi. Elle prend la voiture, moi je prends le vélo. Et on a quasiment le même temps, sachant que j'ai 13 km de vélo à faire. Alors vélo électrique bien sûr, mais 13 km et elle est un peu plus rapide que moi parce qu'elle a de la rocade et ça, mais des fois le soir on part quasiment en même temps, on arrive quasiment en même temps. Ouais,
Sauf que Et toi, ça, tu as un vrai sas de ouais. décompression, de santé aussi pour toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis aux entreprises. Tu me disais tout à l'heure, tu me demandais comment tu fais pour les persuader. Je dis que la plupart, enfin, il y a des stats qui le montrent bien, c'est que les entreprises qui mettent à disposition des vélos pour leurs salariés, les salariés sont plus productifs, en meilleure santé et moins stressés. Donc, c'est quand même un plus aussi pour eux, d'un autre côté. Et je crois que la plupart même des clients à la boutique, après l'été, tu sais, avec les bonnes résolutions, ils ont été sur l'île de Ré, ils ont essayé les vélos, ils reviennent, ils disent « Oh là là, j'ai envie, mais j'ai que 2 fois par semaine. » Je dis bah, « On verra, on se revoit en novembre. » Et en novembre, tu les vois revenir. Hein, maintenant, je ne veux plus me passer du vélo. Oh, c'est génial. Et vous avez des super équipements. Parce qu'on fait des recherches, tu vois. On peut rester féminine, en talons, même sur un vélo, avec pas un poncho qui flotte, jaune et noir, mais un truc sympa où tu as du style et tu restes féminine à vélo. Oui, parce que c'est aussi des grands sujets. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'électrique, parce que j'aurais pu faire du vélo traditionnel. Mais c'est de me dire, j'ai pas envie d'arriver au sein de l'entreprise en transpirant, ou des choses comme ça. Alors que bon... C'est un vrai moyen de transport. Ouais. Et nous, les vélos qu'on met à disposition, c'est des vélos qui, même sans être chargés, ou même si tu n'utilises pas l'assistance, c'est-à-dire que moi, le matin, je mets l'assistance pour pas être transpirante, ou même mon maquillage qui a coulé avec la pluie, t'arrives comme un panda. Non, ça n'arrivera pas. Et par contre, le soir, quand je rentre, si j'ai envie de me défouler un petit peu, j'enlève l'assistance. Et c'est des vélos qui sont hyper légers. Donc, tu vois, tu peux continuer à faire du vélo. Contrairement à ce que pas mal de gens peuvent penser en disant « Ah non, mais moi j'ai envie de continuer à pédaler ». C'est des vélos en fait, les vélos de fil qui sont des super vélos. Et un jour, j'espère avoir l'occasion de tester. Tu vas essayer après là. Bon allez. J'en arrive à la dernière question qui serait, et que d'habitude je posais en début, mais là l'occasion ne s'est pas posée. Comment tu te définis professionnellement ? Comment je me définis ? Déjà, je suis atypique. Hein. En fait, je crois que c'est comme ça que je décris un peu la génération de demain. Ce que je dis à mes enfants, c'est que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est que je me suis dit, si on peut faire STAPS, je fais STAPS, mais je continuerai. S'il faut refaire une formation, je refais une formation. Je veux dire, il faut vivre le moment présent et être curieux et faire ce que tu as envie de faire et se donner les moyens de vouloir le faire. Il y a bien sûr eu des moments difficiles de remise en question où tu te dis, voilà, il est quand même tarabiscoté mon parcours, mais en fait, au final, avec l'âge aussi, avançant, tu t'aperçois que c'est plein de compétences qui, mis bout à bout, m'ont permis d'ouvrir la bicyclette et de m'éclater, quoi. Et c'est l'essentiel. Ouais, c'est ça, je pense. Dernière question. Si tu avais un conseil à donner, alors aussi bien sur la prise de décision, mais tu as compris, c'est un peu généraliste, à l'audience, quel serait, selon ton expérience, selon ton vécu, quel conseil tu pourrais donner comme ça, le premier qui te vient à l'esprit ? C'est qu'il n'y a pas de mauvaise expérience, en fait. Parce que j'en ai eu, que je ne te cite pas. Je vais le citer. Où j'arrive à Rennes, en fait. Et puis, je me dis, tiens, dans la partie événementielle, c'est quoi la partie où j'étais la moins bonne ? Où les connaissances étaient moins bonnes ? C'était sur la partie son et lumière. Okay. Donc, tu dois faire vachement confiance aux prestataires, en fait, si tu ne connais pas un peu plus de technique. Et puis, le budget qui te sort est souvent élevé. Donc, je me suis dit, tiens, il y avait un poste chez un vendeur de son et lumière. J'ai fait 2 mois. Mais ça m'a servi. Ça m'a servi. J'ai appris quelques trucs. Et puis, tu vois, mais il n'y a pas de mauvaise expérience. Et même si tu tombes sur soi-disant une mauvaise expérience avec un responsable qui est dur, il y a forcément un apprentissage à tirer. Même je ne citerai pas non plus des personnes où ça a été dur au niveau RH, management au-dessus. Finalement, tu te dis, il y a eu du bon quelque part aussi. Ce qui m'aide aujourd'hui vachement dans la prospection de la bicyclette. Il ne faut pas lâcher. Ouais. Super. Et merci beaucoup pour ton temps. De rien. Pour ton retour d'expérience. Merci à toi. Et puis Et maintenant, test de vélo. Voilà. Allez, à très vite. Salut. Hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Dans cet épisode, avec Charlotte, moi je retiens une chose. C'est comment l'envie peut transformer les choses. Comment une envie peut
pousser à la transformation, à la décision d'une vie, de deux vies en l'espèce, puisqu'elle travaille avec son conjoint, pour réunir ses valeurs et l'idée qu'on se fait d'un mode de transport. Ce que je retiens essentiellement, c'est cette volonté de vouloir transformer l'avenir. Et comment Charlotte prend ses décisions, comment Charlotte et son compagnon, l'entreprise, prennent leurs décisions pour aller vers leurs convictions et leur volonté de transformer les modes de transport. Et là, il y a un élément que je retiens, moi, dans la prise de décision, c'est l'importance de la volonté. C'est fou comme cette volonté peut nous amener à prendre des décisions plus ou moins diverses, qui nous imposent des choses. Alors ici, bien sûr, et je l'espère pour Charlotte tout au long de sa carrière, lui portera chance. Mais c'est quand même quelque chose que je voudrais dire, c'est que ce petit élément peut également être négatif. Cette volonté n'est pas forcément toujours positive selon les contextes. Et ça, bien sûr, c'est un élément qui est très important à prendre en compte dans la prise de décision. Et oui, la volonté n'est pas toujours bonne à suivre. Mais bon, en l'espèce, Charlotte nous montre ici que ça lui sert. Et c'est très positif. On en revient au fameux débat de est-ce que prendre une bonne décision, une mauvaise décision? Et vous connaissez ma réponse. Est-ce que vous devez suivre ou pas votre volonté? Je ne saurais pas vous dire. Tout simplement faites-le et vous verrez si cette décision vous amène à des objectifs que vous souhaitez. Et oui, c'est ça la prise de décision. L'incertitude. Allez, je vous laisse sur ça. À plus tard. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que t'as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.